Les fonctionnaires parlementaires s'imprègnent des concepts de Sceaux et des armoiries du Bénin. L'exercice entre dans le cadre des communications mensuelles sur le civisme et le patriotisme qui se tiennent chaque premier lundi du mois sous l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Le point dans ce journal. Le 5 juillet 2022, le monde sportif célèbre la journée mondiale du badminton. En prélude à cette célébration, la Fédération béninoise de badminton a fait découvrir la discipline sportive aux Béninois. Le point à suivre également. De nouvelles images ont circulé. Nous sommes en interactualité montrant des dizaines de personnes tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'Espagne le mois dernier, ce qui a provoqué la mort de moins 23 personnes et une vive colère dans les deux pays. Les précisions à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de ce 19h30 sur Speedline Télévision. Les fonctionnaires parlementaires entretenus ce lundi 4 juillet 2022 par le commandant de la compagnie escorte et sécurité de l'Assemblée nationale sur le thème « Le Sceau et les armoiries du Bénin ». Cet exercice entre dans le cadre des communications mensuelles sur le civisme et le patriotisme qui se tiennent chaque premier lundi du mois sous l'initiative du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Le reportage. Ils doivent être connus et respectés de tous les citoyens béninois. La cérémonie des couleurs de ce lundi 4 juillet 2022 à l'Assemblée nationale est particulière. En dehors de la montée du drapeau et l'exécution de l'hymne national, le personnel parlementaire a eu droit à une leçon de civisme. Elle porte sur le sceau et les armoiries du Bénin. Il est question de décrire les motifs qui composent ces symboles de la nation. Une tâche dont le commandant de la compagnie escorte et sécurité de l'Assemblée nationale s'est chargé. Le sceau de l'État béninois, constitué par un disque de 120 mm de diamètre, je cite la Constitution, représente à l'avers une pirogue chargée de 6 étoiles à 5 raies, voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme, soutenue de 2 récardes en sautoir, et dans le bas, d'une banderole portant la devise Fraternité, Justice, Travail, avec à l'entour l'inscription République du Bénin. Le choix de ces symboles pour représenter le sceau et l'armoirie du Bénin n'est pas un hasard. Tout a un sens et véhicule un message dont la substance renvoie à l'histoire du Bénin. La conception a été faite avec minutie. Les 2 récardes caractéristiques du royaume du Dahomey, puissance de l'État, et la flèche jadis utilisée au combat par nos aïeux dans le septentrion, nous évoquent l'unité de la nation. Le nord et le sud sont représentés. Les armes du Bénin sont au premier quartier d'argent d'un château Somba d'or. Donc le quartier a un fond d'argent couleur blanche d'un château Somba d'or, l'or qui représente la couleur jaune en héraldique. Donc cela nous évoque le septentrion avec les Tata Somba. Au deuxième, d'argent à l'étoile du Bénin. D'argent parce que le fond est en couleur blanche. L'étoile d'argent au naturel, c'est-à-dire d'une croix à 8 points d'azur, englais de rayons d'argent et de sable en abîme. L'abîme, c'est la partie centrale du quartier. Donc, l'étoile d'argent, c'est une décoration qui était jadis instituée par le roi Tofa et qui récompensait les travailleurs, ceux qui travaillaient pour le développement de l'influence occidentale sur la côte. Donc, c'est un symbole de vie. Et cette étoile-là, cette décoration, c'est elle qui a laissé place à l'ordre du mérite du Bénin. Au troisième, d'argent, couleur blanche en fond, palmier de sinople, sinople qui représente la couleur verte, chargé d'un fruit de gueule, gueule pour la couleur rouge. Cela rappelle la partie méridionale de notre pays, la mer, les cocotiers. Au quatrième, d'argent, couleur blanche, en fond,
Un navire de sable, sable représente la couleur noire, voguant sur une mer d'azur, couleur bleue, qui nous évoque la pénétration coloniale. Les deux supports, deux panthères cachetées de sable, thème de cônes d'abondance de sable, couleur noire, nous sortent des épis de maïs. Donc il y a l'agriculture et la richesse de nos terres aussi qui est évoquée à ce niveau. Devise, fraternité, justice, travail. Le président de l'institution souhaite que chaque fonctionnaire en tire les valeurs pour rehausser son savoir-faire, son savoir-vivre et son savoir-être partout où il sera. J'espère que ça va changer quelque chose en chacun d'entre nous à la fin de notre législature en faisant le bilan. Et je pense que ça fera partie aussi des documents de recueil pour ne pas laisser tout cela tomber dans l'oubli. Le prochain rendez-vous est donné pour la cérémonie des couleurs du lundi 8 août 2022 avec une autre communication du même type. Parlons à présent des femmes battantes. Qu'est-ce qu'on peut appeler femmes battantes dans la société? Le sujet trouve son intérêt dans le choix de femmes modèles parmi celles que nous côtoyons au quotidien et ce qu'on retrouve également et on observe bien sur les réseaux sociaux. Pour répondre à ces interrogations, nous avons tendu nos micros donc à des spécialistes de questions sociales pour plus de lumière. Reportage avec Mathieu Sossou et Romaric Dossa. Dans nos sociétés, le choix de modèles de femmes pose problème. Être appelée battante, c'est l'image que souhaitent s'imprimer plusieurs femmes. Mais en réalité, qui est-ce? Il est important de faire la nuance entre femmes battantes et influenceuses. Pour ces spécialistes des questions sociales, tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément réels. Ils ne sont qu'une façade. L'autre aspect du phénomène, ce sont ces femmes qui se réclament libres et détruisent leur foyer.
Une occasion pour prodiguer de sages conseils aux femmes et orienter les jeunes filles dans le choix. L'aménorrhée est l'absence de menstruation chez la femme et est souvent définie comme l'absence d'une ou plusieurs périodes menstruelles. Les causes les plus courantes de l'aménorrhée sont liées au niveau d'hormones. Bien que des problèmes anatomiques puissent également causer une aménorrhée, l'essentiel est à retrouver avec Olive Biaou dans ce reportage. L'aménorrhée est une absence de règles ou leur disparition pendant plus de 3 mois. Dans le premier cas, il s'agit d'une aménorrhée primaire, dans le second, d'une aménorrhée secondaire. Si les règles ne sont jamais survenues lors de l'adolescence, soit donc vers l'âge de 16 ans, on parle d'aménorrhée primaire. Si les règles sont déjà survenues, mais se sont interrompues, on parle alors d'aménorrhée secondaire. Cependant, elle est due à plusieurs causes. Les causes peuvent être dues à un impact sur l'hypothalamus de la personne. Et ça peut être dû aussi aux maladies, à des maladies congénitales par exemple. Ça peut être dû aussi à l'alimentation. Ça peut être dû à des prises de médicaments. Imaginons si nous prenons le cas d'une femme qui veut avoir un enfant par exemple. Lorsque par exemple elle a une aménorrhée et elle n'a pas les règles, et bien n'ovule pas, elle ne peut pas atteindre son but. Pour la jeune fille, par exemple, si elle n'a pas ses règles, et d'abord elle est paniquée, elle est stressée, elle ne sait pas. Pour la jeune fille qui en a déjà et qui maintenant fait une aménorrhée secondaire, elle est paniquée. Et si c'est dû à une maladie et que ça ne vient pas, c'est une maladie grave, ça peut migrer, ça peut créer d'autres choses. Il existe plusieurs traitements pour rétablir le cycle menstruel et favoriser la survenue des règles. Il y a les traitements qu'on fait par voie hormonale, on donne des médicaments et autres. Mais vous savez, si c'est une jeune fille qui vient juste de commencer ses règles, on ne se presse pas parce qu'elle ne fait pas encore des programmes pour dire que je vais tomber enceinte et tout ça. Lorsqu'on explore, on voit que la cause n'est pas due à des maladies graves et que c'est son corps même. Peut-être à l'âge de 15 ans, elle a débuté les règles et puis après ça ne vient plus, elle a fait 2-3. On ne gêne pas cette jeune fille parce que c'est avec des hormones. Elle peut grossir, elle peut... Donc, on ne la gêne pas, on laisse le cycle. Mais si c'est une dame qui veut, par exemple, qui vient de se marier ou bien qui veut avoir des enfants, ça, on est dans l'obligation de la traiter et ainsi de suite. Quand l'absence, le retard et le dérèglement des règles sont observés, il faut se faire consulter pour une bonne prise en charge et un bon traitement le plus tôt possible. Il ne faut donc pas banaliser l'aménorrhée. Je l'annonçais en titre ce mardi 5 juillet 2022, le monde sportif célèbre la journée mondiale de badminton. En prélude à cette célébration, la Fédération béninoise de badminton a fait découvrir la discipline sportive aux Béninois. Une centaine de jeunes passionnés et sympathisants étaient donc présents. L'objectif principal de cette journée est de rassembler donc la communauté du badminton béninois afin de célébrer dans sa diversité ce sport qui draine une frange de la population. Reportage. Badminton, une famille. C'est autour de cette activité que la Fédération béninoise de badminton a mobilisé environ une centaine de jeunes passionnés et sympathisants de la discipline pour célébrer la journée mondiale du badminton. Pour l'occasion, bon nombre de jeunes ont fait l'expérience d'un badminton amusant et inclusif. Je l'ai trouvé très intéressante, super. Bon, j'ai découvert la discipline et j'ai aimé à faire chose là, à continuer à jouer. Je rêve d'être athlète aux disciplines de la journée.
Je trouve que le badminton est une bonne activité sportive qui, d'abord, les activités sportives nous permettent d'avoir la santé. Le badminton aussi contribue, nous donne une bonne santé et peut conduire à la longévité. C'est très intéressant et c'est permis même à tout âge de pouvoir s'exercer, de se mettre plus en forme. Surtout nous, les gens du 3e âge. Cette célébration a permis à toutes les couches de la société de partager un langage universel à travers un sport qui prône l'équité, l'égalité et surtout l'inclusion de toutes les couches de la société. Elle a été une opportunité pour les responsables en charge de la discipline au Bénin de poursuivre leurs actions de vulgarisation du badminton. Cette journée s'est instaurée par la Fédération mondiale de badminton dans le but de commémorer cette discipline qui est en train de faire son bonhomme de chemin au niveau mondial. Vous savez, le badminton en 1884 a été pensé par des personnes qui ont compris qu'il faut donner la chance à toutes les communautés mondiales de pratiquer la discipline. C'est le badminton en famille, développer une famille qui va embrasser que ce soit les athlètes para, les personnes en situation de handicapé et également les personnes normaux. C'est un effort qui est en train d'être corrélé et nous devons continuer dans ce travail, dans cette vision pour que dans les années à venir, notre discipline, le badminton, puisse s'étendre sur tout le territoire national, ce qui est d'ailleurs pour l'autorité, le ministre des Sports, un des prérogatives et nous devons travailler dans ce sens. Jeunes comme adultes, tous ceux qui découvraient le badminton pour la première fois ont pris l'engagement de l'adopter. Un pari gagné pour la Fédération béninoise de la discipline. Traversons à présent les frontières béninoises. La CEDEAO a finalement accepté la dernière proposition de calendrier de la junte militaire au pouvoir au Mali. Une élection présidentielle en février 2024, un référendum constitutionnel en mars 2023 et des législatives entre octobre et novembre 2023. Elle a donc décidé, lors de son sommet à Accra, une levée partielle des sanctions et qui pesait donc sur le Mali. Un ouf de soulagement pour le peuple malien qui s'exprime dans ce reportage. Alors que les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, les habitants de Bamako, la capitale, réagissent avec enthousiasme à l'espoir d'un avenir meilleur. La suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays du bloc de l'Ouest et le Mali ayant affaibli l'économie du pays. C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs. En janvier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait imposé un embargo commercial et financier au Mali après que son gouvernement militaire eut dévoilé un plan pour gouverner pendant 5 ans. Plus le transport augmente en prix, plus les produits augmentent en prix aussi. Si le coût de l'essence baisse, cela fera aussi baisser nos prix à nous, parce que tous les produits sont transportés. Et même aujourd'hui, avec cette levée, si le prix de l'essence ne baisse pas, ça ne va pas affecter le prix des produits. Cela va permettre la libre circulation des produits sans fraude, comme le plantain, la tchéké et bien d'autres, c'est indéniable. Les chefs de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont également accepté le retour à un régime civil en mars 2024. Cette décision exige qu'aucun membre de la junte militaire ne soit candidat à la future élection présidentielle au Mali. Au Soudan, à présent, le général Abdel Fattah al-Burhan a déclaré lundi que l'armée ne participerait plus au dialogue national mené au Soudan afin de laisser les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes. Cette annonce intervient alors que des centaines de Soudanais organisent pour le 5e jour consécutif des sit-ins à Khartoum et dans des banlieues du pays. Au Soudan, le chef du coup d'État, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé lundi que l'armée ne participerait pas aux pourparlers nationaux et laissera de fait la place aux représentants de la société civile. Ces négociations sont facilitées par les Nations Unies et les blocs régionaux. Il a été décidé premièrement
La non-participation de l'institution militaire aux négociations actuelles, qui sont facilitées par le mécanisme tripartite pour laisser la place aux forces politiques et révolutionnaires et aux autres factions nationales pour former un gouvernement civil aux compétences nationales indépendantes. J'appelle les différentes composantes du peuple, notamment la jeunesse, à adhérer à la paix. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Vos sacrifices sont appréciés et vos espoirs d'une transition démocratique sont comblés. Vos forces armées ne s'y opposeront pas. Le général Abdel Fattah al-Burhan a également promis qu'il dissoudrait le Conseil souverain du pays qu'il dirige depuis la formation d'un nouveau gouvernement de transition. Quelques heures plus tôt, les manifestants anti-coup d'État achevaient leur 5e journée de sit-in. Ce sit-in continue, il est illimité. Les gens vont continuer à venir et nous atteindrons 10 000 à 20 000 personnes avant la fête de l'Aïd. Après ce soir, demain, on va continuer. Ils vont nous attaquer comme ils l'ont fait en dispersant les manifestants devant le siège de l'armée en 2019. Nos sit-ins sont des élections silencieuses. Ici, tout le monde exprime son opinion pacifiquement, plus que dans une manifestation où il y a toujours de la violence et des grenades. Ici, c'est différent. On se réunit, on se rencontre, on mange, on boit, on rit, on discute de ce qu'on veut qu'il se passe. Depuis le coup d'État, la mission politique des Nations Unies au Soudan, l'Union africaine et le groupe régional de l'autorité intergouvernementale pour le développement tentent de trouver une issue à l'impasse politique. Mais les pourparlers n'ont donné aucun résultat jusqu'à présent. Le président sierra-léonais a marqué son accord vendredi dernier pour un projet de loi visant à légaliser l'avortement dans son pays. Julius Maada Bio justifie sa décision par la nécessité de garantir la santé et la dignité des femmes. Et cette décision du président Julius Maada Bio intervient quelques jours après que le droit à l'avortement a été remis en cause aux États-Unis. Mais le chef de l'État sierra-léonais se dit fier de mener une réforme progressiste. Le gouvernement de la Sierra Leone a approuvé un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement, après que la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit constitutionnel des femmes américaines à l'interruption de grossesse. Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a mis en avant le progressisme de son gouvernement. À une époque où les droits des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive sont soit bafoués, soit menacés, nous sommes fiers que la Sierra Leone puisse une fois de plus montrer la voie d'une réforme progressive. Je veux que ce soit une norme qu'un homme africain, un leader africain, puisse et doivent parler librement et publiquement de la menstruation, parce qu'il n'y a pas de honte dans la menstruation. Vendredi, à l'occasion de la 10e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels à Freetown, le chef de l'État de Sierra Leone a déclaré vouloir garantir la santé et la dignité de toutes les filles et femmes en âge de procréer du pays. Il a annoncé que son gouvernement avait soutenu à l'unanimité un projet de loi sur la maternité sans risque. Le Parlement débattra et votera la législation selon la présidence. Les manifestations se poursuivent depuis la mort d'environ 23 migrants à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Je l'annonçais en titre dans la capitale marocaine, Rabat. Ce week-end, une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement marocain avec des pancartes disant « Les frontières tuent », éclaboussées de peinture rouge. Des protestations similaires ont également eu lieu dans de nombreuses villes d'Espagne. Reportage. De nouvelles images ont circulé montrant de dizaines de personnes tentant de franchir la frontière entre le Maroc et l'Espagne le mois dernier. Ce qui a provoqué la mort d'au moins 23 personnes et une vive colère dans les deux pays. Sur ces images, on peut voir un grand groupe de personnes qui tentent d'escalader l'une des clôtures pour passer de Nador au Maroc à Melilla du côté espagnol. Des objets ont été lancés par des migrants sur les forces de sécurité qui tentaient de les arrêter, qui ont répondu en tirant de grenades lacrymogènes. À un moment donné, le mur s'est effondré, envoyant des dizaines de migrants et de demandeurs d'asile au sol et les forces de sécurité appelant à l'aide.
Dans la capitale marocaine, Rabat, ce week-end, une quarantaine de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement marocain avec des pancartes disant « Les frontières tuent », éclaboussées de peinture rouge. Nous sommes ici, c'est pour surtout exprimer notre colère par rapport au massacre qui s'est passé à Melilla. Voilà, nous avons émis des recommandations à l'encontre des autorités marocaines qu'il s'agit non seulement de mettre en place une enquête indépendante pour identifier les responsabilités de ce massacre, mais surtout aussi de l'identification de tous les dépouilles qui sont décédés en fin de restitution de ces corps à leurs parents ou de les enterrer dans des conditions humaines. Les dernières images ont suscité des condamnations dans le monde entier, y compris de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Des protestations similaires ont également eu lieu dans de nombreuses villes d'Espagne. À Barcelone, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour réclamer plus de protection pour les migrants. Des manifestations similaires ont eu lieu à Madrid. La région de Sydney sous les eaux après des pluies diluviennes, un épisode climatique rarement vu par des habitants et qui pourrait donc durer selon donc les autorités qui appellent à la prudence. Image de son. Des inondations terrifiantes avec de l'eau qui monte d'un coup, c'est ainsi que les Australiens de la région de Sydney décrivent l'épisode climatique qui a submergé leur maison. 50 000 personnes sont appelées à évacuer et à cause des pluies diluviennes, des inondations et du vent violent, 19 000 foyers ont été privés de courant. Nous nous attendons à ce que d'autres fortes précipitations se poursuivent au cours de la semaine. Cet événement est donc loin d'être terminé. S'il vous plaît, où que vous soyez, soyez prudents. Ces fortes précipitations se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé, ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue ouest de Sydney. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 23 régions de Nouvelle-Galles du Sud. C'était plus qu'une simple pluie, parce que nous avons eu la pluie et en moins de 24 heures, elle avait commencé vendredi matin, et vendredi soir, nous étions sous l'eau. Et d'habitude, même avec une semaine de pluie constante, nous ne sommes toujours pas inondés, donc c'était incroyable. L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées de plus en plus intenses. L'Ukraine à présent. Après la prise de Lysychansk, les troupes russes avancent vers les villes de Sloviansk et de Kramatorsk, faisant donc battre en retrait les soldats ukrainiens mal équipés. Les alliés de l'Ukraine ont promis des armes modernes et qui ont commencé déjà à arriver sur le front, mais pas si vite. Reportage. Après avoir revendiqué une victoire majeure en prenant le contrôle de toute la région orientale de Lugansk, les forces russes avancent maintenant vers l'ouest et deux villes majeures de la région voisine de Donetsk, Sloviansk et Kramatorsk. À Sloviansk, l'inquiétude monte à l'approche des Russes. Je ne sais pas. Je pense que ça va seulement empirer. Je pense déjà à partir. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses s'améliorent. À la périphérie de Lysychansk, désormais sous contrôle russe, les troupes ukrainiennes se retirent, fatiguées et frustrées d'avoir des armes obsolètes. Ce soldat qui répare son char endommagé raconte le combat de Lysychansk. C'était l'enfer, mais nous le reprendrons. Un autre montre une vieille mitrailleuse utilisée pour contrer les Russes. Venez voir. Elle date de 1944, c'est écrit ici. Les alliés de l'Ukraine ont promis des armes modernes qui ont commencé à arriver sur la ligne de front, mais pas assez vite. À Kiev, la première ministre suédoise Magdalena Andersson a apporté son soutien. La Suède a déposé une demande officielle d'adhésion à l'OTAN et sa dirigeante a déclaré qu'une fois membre, elle soutiendrait une politique de porte ouverte pour admettre d'autres pays. Un message qui parle à l'Ukraine, désireuse d'adhérer à l'OTAN.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette livraison de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien, restez fidèles au programme de Speedline Télévision et que Dieu nous garde.